Quel plaisir de vous retrouver encore ce midi. Bonjour à toutes et à tous. La team du mercredi est déjà là et avec elle, nous parlerons essentiellement d'entrepreneuriat, d'économie, puis de l'art et de la décoration. Mais avant de développer tout ceci, on va s'installer avec ce titre, c'est Yes, dit oui, un tube de Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland. Dis oui, un tube de Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland. Et oui, croyez-moi, chers amis, quand le plan de Dieu est établi, rien ni personne ne peut le bouleverser. Évidemment, les circonstances de la vie peuvent le retarder, mais jamais, alors là, jamais l'effacer. Je dédie donc ce morceau à tous nos amis téléspectateurs qui peut-être doutent en ce moment de l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca. Tout ce que j'ai dit, vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et bizarrement, cette chanson me rappelle une époque de ma vie où j'ai été surprise. Il y a eu combien d'époques? Ah ouais, plusieurs époques. Hein, où j'ai été surprise par un fait, quelque chose qui m'arrivait juste comme ça, je ne m'y attendais pas.
Et bizarrement, le jour où j'ai appris la nouvelle, c'est cette chanson-là qui me venait à la bouche. Enfin, de façon répétée. J'ai compris que c'était l'œuvre de Dieu, tout simplement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, vous aimez CIS? Oui, j'aime beaucoup. Ok. Votre invité, sûrement aussi. Il aime. La preuve, tout à l'heure, il était en train de bouger. J'ai remarqué que c'était l'enjaillement total. Ok, alors on installe à présent référence pour parler de formation et d'entrepreneuriat. Ariane Da Silva, nous recevons donc ce midi Steve Hoda. Oui. C'est Hoda ou Hoda? Hoda, d'accord. Il est entrepreneur, mais aussi formateur. Et avec lui, nous parlons des ressources humaines comme levier de croissance économique au sein des entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs l'ignorent peut-être, mais la ressource humaine, c'est important de bien gérer ces ressources humaines. Tant que tes employés ne sont pas bien dans leur tête, tant qu'ils n'ont pas l'équilibre qu'il faut, ils ne peuvent pas donner le rendement. Voilà. Donc, forcément, il faut bien gérer ces ressources humaines. Et c'est de ça que nous allons parler avec Steve Hoda cet après-midi. Alors Steve, quand on parle de ressources humaines des gens en entreprise, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Rebecca. Bonjour Steve. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de la Nationale. Et donc je profite pour saluer les téléspectateurs de l'ORTB. D'accord. Alors, ressources humaines en entreprise, qu'est-ce que c'est? Ressources humaines, comme on dit, ce sont les hommes. Voilà, les hommes qui constituent l'entreprise, les hommes qui travaillent à ce que l'entreprise puisse avancer. Donc on parle en général de toutes ces ressources, des hommes qui sont dans l'entreprise, pour parler simplement. Toutes les entreprises ont besoin de ressources humaines? Bien sûr, parce qu'il y a... Enfin, je pose la question parce qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que l'intelligence artificielle nous crée pas mal de choses. Donc, je ne sais pas. Bon, je pense que l'intelligence artificielle, toutes ces technologies-là derrière, ce sont les hommes qui les pilotent. Donc, normalement, on ne peut pas parler, même s'il n'y a que des robots, il faut des personnes pour mettre en marche ces robots-là. Donc, on ne peut rien faire sans la ressource humaine. Ouais. Alors, quelle est l'importance justement de la ressource humaine au sein d'une entreprise? C'est vrai que vous avez commencé par en parler, mais s'il faut aller en détail. Ok, s'il faut aller en détail, il faut dire qu'il y a un économiste qui disait qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. Donc c'est l'homme qui fait la richesse. Et donc les ressources humaines sont capitales dans le développement d'une entreprise parce que quand on parle d'entreprise même, c'est des ressources humaines, des ressources financières et autres ressources matérielles qui composent l'entreprise. Et donc essentiellement, c'est l'homme qui pilote tout ça. Donc les ressources humaines sont capitales dans le développement d'une entreprise parce que c'est l'ensemble de la productivité de chacun d'eux qui fait la productivité de l'entreprise, donc la richesse de l'entreprise. Je suis entrepreneur, comment je dois gérer ma ressource humaine? Ok, pour moi, quand on parle de ressources humaines... Ma ressource humaine plutôt. Oui. J'aime mettre ressources au pluriel. Ok, les ressources humaines. Pour moi, quand on parle de ressources humaines, c'est trois choses qui me viennent à l'esprit déjà. Et la première chose, c'est un leadership efficace. La seconde chose, c'est le développement des compétences. Et la troisième chose, c'est une communication transparente. Donc, si je viens sur le premier point qui est le leadership, donc pour construire une entreprise qui est durable ou bien une entreprise qui va être pérenne, il faut bien manager toutes ces ressources humaines qu'il y a dans l'entreprise. Donc, il faut avoir un leadership. Parce que l'environnement de travail, pour beaucoup de travailleurs, il passe le plus de temps là. Donc, si vous évoluez dans un environnement qui est toxique, donc, ce n'est pas évident que vous soyez productif. Que vous soyez épanoui également. Voilà, si vous n'êtes pas productif, vous ne pouvez pas créer de la valeur. Et si vous ne créez pas de la valeur, l'entreprise ne crée pas de la valeur. C'est pourquoi je disais tout de suite, c'est l'ensemble de la productivité individuelle qui donne la productivité de l'entreprise. Donc, le leadership efficace, c'est quoi? Donc, c'est ce leader-là qui crée un environnement favorable à l'épanouissement de ses collaborateurs. Et quand je parle d'environnement favorable, c'est déjà de pouvoir bien communiquer avec chacun d'eux. C'est pourquoi avoir un programme de reconnaissance. Parce qu'il y a l'une des choses qui manque dans beaucoup d'environnements de travail. Les gens travaillent, mais en fait, le boss s'approprie tout le boulot. Donc, un environnement pareil, si vous n'avez pas un leadership pour comprendre ça, vous allez avoir du succès, mais finalement, vous n'allez pas être durable, puisque toutes les ressources humaines vont partir. Donc, le leadership est aussi important dans la communication. Donc, quand j'ai donné les deux autres éléments, le premier élément intègre les deux autres. Donc, le deuxième, c'était le développement des compétences. Donc, si je viens dans une entreprise, il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, généralement, quand les gens ne sont pas à la place qu'il faut, ils ne donnent pas le meilleur des résultats. Et pour que les compétences soient bien développées, il faut des programmes de formation. Donc, si je suis dans cette entreprise où je sais que je peux évoluer en carrière, je peux avoir de meilleures perspectives, je suis à l'aise. Donc, vous allez voir des entreprises
par exemple, où les gens sont mieux payés, mais il y a, le taux de rétention est faible puisque les gens partent tout le temps. Mais par contre, je suis dans une entreprise, je sais que j'ai une marge de progression, il y a une bonne perspective, j'ai des voyages de formation, j'ai la possibilité de participer des opportunités. J'ai un plan de carrière qui est clair, je travaille à avancer. Je pense que là, je suis plus à l'aise à rester dans cette entreprise. Ça, c'est une bonne manière de gérer. Et la dernière chose, j'ai parlé de communication transparente. Une communication transparente, c'est que je viens en entreprise, je dois savoir ce que je dois faire, et si on me reproche quelque chose, je dois savoir pourquoi on me reporte les choses. Donc, ce que nous on propose, c'est que quand vous venez dans l'entreprise, déjà, la ressource doit pouvoir faire une immersion dans l'entreprise. Quelles sont les missions de cette entreprise-là? Quelles sont ses valeurs? Mieux connaître l'entreprise. Mieux connaître tout ce qu'il y a autour de cette entreprise. Et après, il faut avoir maintenant des indicateurs de performance. C'est que je connais mes objectifs, je connais les résultats que je vais produire et les indicateurs qui prouvent que qui prouvent que j'ai été performant. Donc, quand je sais ça, si on me reproche quelque chose, je sais que c'est sur la base de ce qui a été établi. Enfin, donc, c'est transparent tout ce qui est fait. Mais si on ne me dit rien et qu'on me gronde à tout bout de champ et je ne comprends pas pourquoi, et là, ça devient toxique. Mais où est-ce que vous placez alors la motivation du personnel? Oui, la motivation. Parce que c'est important aussi, motiver le personnel peut contribuer à la croissance. Ah oui, donc c'était dans le leadership efficace. Donc j'ai parlé par exemple de la reconnaissance. Donc, la motivation, la stratégie de reconnaissance rentre aussi dans la motivation. Donc je peux être motivé si on reconnaît mon travail, ça c'est clair. Je peux être motivé également du point de vue de la rémunération. Donc, si je mérite le salaire que je mérite, il faut me payer. Et donc, ça peut me motiver. Donc, si je mérite un salaire, qu'on me donne un salaire 10 fois moins, ça ne me motive pas. Et la motivation aussi, c'est l'environnement. J'ai parlé tout à l'heure de l'environnement favorable. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont contents d'aller au boulot, mais il y a des gens, dès qu'on dit c'est l'heure d'aller au boulot, c'est le stress permanent parce que l'environnement, il est toxique. Alors, j'ai rencontré un jour une dame qui est entrepreneur qui me disait qu'elle, par exemple, de temps en temps, dans son groupe de travailleurs, les personnes qui collaborent avec elle, quand c'est l'anniversaire, par exemple, de quelqu'un, elle organise une petite fête, pas une fête en tant que telle, mais un petit truc juste pour symboliser, pour la remercier, pour tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous pensez que de ces gestes peuvent aussi motiver vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail? Oui, c'est une stratégie de reconnaissance. Et voilà. C'est-à-dire que le fait de célébrer cette personne, je reconnais qu'elle a de la valeur, qu'elle apporte de la valeur pour mon entreprise. Donc ça, c'est une manière de reconnaître. Et pour le collaborateur, ça fait plaisir. Et il y en a plein d'autres, ça c'est une bonne manière, mais il y en a aussi plein d'autres manières pour vraiment garder ces collaborateurs-là fidèles au développement de l'entreprise. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut de plus en plus. Parce qu'effectivement, il y a des entrepreneurs parfois qui s'arrogent tous les mérites, alors que ce sont les autres qui travaillent, restent loin peut-être de leurs collaborateurs. Bon, pour moi, le collaborateur, je lui paye un salaire, donc a priori, il a fait, voilà, et puis c'est tout. Alors, concrètement, quand on a bien géré son personnel, ses ressources humaines, comment est-ce que tout ça peut contribuer à la croissance économique, au développement d'une entreprise? Je vais parler de la productivité. Donc, s'il est motivé, il est productif. Donc, s'il est productif, c'est qu'il sera beaucoup plus efficace dans le rendu de son travail et dans l'atteinte des résultats. Donc, plus on atteint les résultats, je dis par exemple qu'on doit avoir 100 clients dans l'année, c'est un exemple, et qu'il est motivé, il va pouvoir atteindre ces 100 clients parce que les 100 clients nous permettent d'avoir le chiffre d'affaires qu'on doit avoir dans l'année. Donc, plus il est motivé, plus il est encouragé à faire toutes les démarches possibles pour que ces indicateurs-là soient atteints. Donc, imaginez dans l'entreprise, tout le monde concourt à atteindre des résultats formidables. C'est formidable parce qu'on a tout de suite des résultats. On peut même aller au-delà parce que tout le monde est content de produire. Donc, ça, c'est une manière d'avoir les meilleurs chiffres. Rebecca, tu as peut-être une question? Je voulais conclure. Ah, déjà là? Tu es pressée de nous voir partir? Pas pressée de vous voir partir, mais non, je sais que tu n'as plus beaucoup de temps, donc il n'y a pas de problème. Peut-être que je vais donner un témoignage. Je pense qu'on a un stagiaire qu'on a reçu récemment, voilà, qui
a publié, par exemple, qu'il est en train de vivre l'une de ses meilleures expériences professionnelles. Voilà. Et donc, ça, par exemple, c'est quand tout se passe bien, vous pouvez avoir des choses comme ça. Des gens qui reconnaissent publiquement qu'ils travaillent dans un environnement qui est bon et tous les autres sont déjà contents de savoir qu'ils vivent cette expérience-là. Donc, ça nous fait plaisir. Donc, mais c'est un travail puisque quand on commence par entreprendre, on n'a pas toutes ces notions. Voilà. Au départ, vous allez voir, vous faites partie des gens parce que vous criez sur les autres, vous faites ceci, vous faites cela. Mais après, avec l'expérience, vous comprenez qu'il faut mieux gérer la ressource. Et puis, c'est comme ça que tout se passe bien. D'accord. Ariane Da Silva, merci à toi. Beaucoup. Steve Hoda, merci également. Moi, je retiens qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut également miser sur la formation de son personnel pour en tirer le meilleur. Merci, mais vous restez avec moi sur place parce que quand on parle évidemment d'entrepreneuriat, on parle également d'économie. Il est l'heure donc d'installer ECHO. Ariane Da Silva, ECHO, c'est toujours avec toi. Nous parlons de l'inflation. Oui, l'inflation, c'est un mot qu'on entend régulièrement, beaucoup sur pas mal de plateformes. Donc, on va mieux comprendre ce que c'est à travers cet élément. L'inflation, c'est la hausse durable et cumulative du niveau général des prix dans une économie. Cette inflation, elle est mesurée à partir d'un indicateur que nous appelons le taux d'inflation. Et lorsque ce taux d'inflation atteint la barre des 2 chiffres, on dit que l'inflation, elle est galopante. Quelles sont les causes de l'inflation? On identifie généralement 4 types de causes. Premièrement, nous avons les coûts de production. Lorsque les coûts de production supportés par les entreprises augmentent, cela se répercute sur le prix des biens et services et nous avons une inflation. Deuxièmement, vous avez l'inflation par la demande. Lorsque la demande des biens et services augmente alors que l'offre n'a pas augmenté, la répercussion se manifeste au niveau des prix et nous avons donc une autre inflation. Troisièmement, nous avons l'inflation importée qui provient fondamentalement de l'augmentation des prix des biens importés sur le marché. Et quatrièmement, c'est la dernière cause, nous avons l'inflation par un excès de la monnaie dans l'économie. Lorsque la quantité de monnaie disponible dans l'économie augmente alors que la quantité de biens et services n'a pas augmenté, la conséquence, c'est une augmentation générale du niveau des prix, donc l'inflation. L'inflation, elle n'est pas entièrement nuisible à l'économie lorsqu'elle est maîtrisée. Lorsque l'inflation est rampante, c'est-à-dire à des taux en général faibles, cela constitue un stimulateur pour les investissements et donc ça peut créer de la croissance économique lorsque l'inflation elle est bien maîtrisée à un taux relativement faible. L'inflation retient donc que quand il y a, j'y arrive, plusieurs causes en jeu. Quand on parle d'inflation, il y a bien évidemment plusieurs causes en jeu. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Monsieur Hoda, par rapport à ça, à cette définition de l'inflation? Non, c'est exact. Donc, il y a généralement, comme il a dit, par la demande, il y a une relation inverse entre la demande et l'offre. Donc, je vais parler en langage simple parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des économistes. Donc, vous offrez un bien et il y a des gens qui demandent. Donc, si ce que vous voulez offrir est inférieur à ce que les gens demandent, les prix vont monter naturellement. Donc si vous bombardez, il y a beaucoup de décors dans la ville, tout le monde vend des décors et qu'il y a moins de personnes qui demandent des décors, naturellement les décors seront moins chers. Maintenant, faut surtout, il a dit quelque chose qui était important, c'est pas toujours nuisible parce que les gens pensent que quand les choses commencent à devenir chères dans un pays, ça veut dire que c'est pas bon. C'est que naturellement, quand les choses se développent, tout devient cher. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. D'accord, on retient donc que l'inflation est égale à augmentation. Oui. Voilà. Mais l'augmentation n'est pas toujours nuisible. Oui. Voilà. Les prix. Oui. Merci à vous, Steve Hoda, Ariane Da Silva, merci également. Il est l'heure à présent d'installer mon second invité du jour, Monsieur Zachary Imorou. Merci de nous rejoindre, sur ce plateau. Avec lui, on parle de l'ONG Développement pour l'avenir, dont il est le directeur exécutif, une ONG spécialisée dans divers domaines couverts par le développement
durable à la base. Monsieur Zachary Imorou, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, l'ONG Développement pour l'avenir fait quoi concrètement? L'ONG Développement pour l'avenir s'occupe de l'environnement, de l'agriculture et de tout ce qui est développement durable. D'accord. D'accord. Et depuis quelle année l'ONG existe et quels sont les secteurs prioritaires d'intervention de l'ONG? L'ONG, madame, est née en 2015. D'accord. Précisément le 30 octobre 2015 au champ d'oiseaux de Cotonou. Il faut reconnaître, il faut que si je peux me promener un peu. Allez-y. Pour dire un peu qu'est-ce qui a motivé la création de cette organisation non gouvernementale. Il faut reconnaître que 2015 était une année tout à fait particulière. Une année pendant laquelle on devrait au Bénin réussir faire le bilan à mi-parcours de notre plan de développement communal deuxième génération. Et deuxième chose, il y avait, si vous voulez, l'évaluation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, et en même temps élaborer les objectifs de développement durable. À côté, il y avait aussi le troisième élément, il y avait le changement climatique avec les questions environnementales. Alors c'est donc dans ce cadre que le bureau d'études qui avait en son sein des spécialistes de tout domaine ont dit, bon mais écoutez, il faut que nous quittions les activités lucratives pour aller vers les activités non lucratives. Alors, les activités non lucratives, il n'y a qu'une seule sphère dans laquelle on peut mener des objectifs, les activités non lucratives, c'était les ONG. D'accord. Alors, ce qui nous a amené donc à créer l'ONG en 2015. Voilà. D'accord. Quelles sont les zones d'intervention de l'ONG? Bon, il faut reconnaître que pour le moment, l'ONG intervient au niveau national. Dans toutes les 77 communes que l'ONG prend en compte. Et en dehors de ça, dans la sous-région. Parce que nous avons déjà mené des activités au niveau de la RDC. D'accord. Nous avons mené des activités au niveau de Congo-Brazzaville. Et nous menons des activités au niveau interne. Donc vous êtes au plan national et en même temps vous intervenez au plan international. Exactement, voilà. D'accord. Alors pour accomplir ces tâches, évidemment, vous avez des partenaires, n'est-ce pas? Oui, les partenaires que nous avons pour le moment ne sont pas des partenaires financiers. Okay. Non, nous avons des partenaires techniques avec qui nous travaillons. Nous avons essayé de voir comment nous allons travailler ensemble. Au niveau national, nous avons quelques ONG. Nous avons la maison de la société civile. Qui est d'ailleurs la plate fertière des ONG. Nous avons aussi quelques ONG qui sont déjà nées avant nous et qui ont une certaine expérience dans un certain nombre de domaines. Et vers le nord, avec qui nous travaillons. Parce que nous-mêmes, nous sommes plus au sud ici. Au sud, d'accord. Parce que notre siège est à Bomé-Calavi. Ok. À Bomé-Calavi, et à côté de l'école Bakita. D'accord. Voilà. Donc nous avons ces genres de partenaires avec qui nous travaillons déjà, soit pour des avis à candidature, soit ils nous invitent compte tenu de nos compétences pour des formations. Nous formons des gens. Ok. Nous pouvons... dans quel domaine? Dans tous les domaines presque, parce que nous sommes une ONG qui contient assez de cadres multidisciplinaires et pluridisciplinaires. Donc, quel que soit, nous avons le genre, nous avons les formations sur les groupements féminins, nous avons des formations sur les comportements qu'il faut avoir vis-à-vis du VIH-Sida et autres. Bon, donc, bref, nous avons tout ce qui concourt au développement de l'être humain. Nous le faisons. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les projets, et ce sera ma dernière question, quels sont vos projets, les projets en cours au sein de l'ONG? Les projets en cours au sein de l'ONG sont à deux niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau national, il n'y a pas longtemps que ça, il y a de cela 3 ou 4 semaines,
que le secrétaire général adjoint de l'ONG est allé sur le terrain pour une visite de travail avec au moins 3 communes. D'accord. 3 communes que nous avons identifiées, pour ne pas dire 4. Nous avons la commune de Bembereke, nous avons la commune de Savé, la commune de Kobli, et en dernière position celle d'Abomey Calavier, qui contient le siège de l'ONG. Alors donc nous avons essayé d'envoyer le secrétaire général adjoint, comme je le disais tout à l'heure, qui a parcouru donc toutes ces communes, qui a essayé d'évaluer les potentialités de ces différentes communes et qui a touché du doigt les réalités donc, de ces différentes communes et qui nous a ramené de la moisson que nous sommes en train de travailler aujourd'hui et qui nous permettra, si vous le voulez, d'élaborer un plan d'action, un plan d'action en 2024 qui débute en 2024, à dire en février. D'accord. En février, et nous avons projeté pour ce mini plan d'action pour 10 mois. D'accord. 10 mois. D'accord. Voilà. Un mot pour conclure, Monsieur Imoro. Oui. Un mot pour conclure. Bon, en fait, je vais d'abord remercier tous nos partenaires. D'accord. Et sans oublier mes collègues qui veillent de jour et de nuit pour que nous atteignions les résultats que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et exhorter les uns et les autres pour plus d'ardeur, afin d'avoir un bilan plus réalisant que celui que nous avons en 2023. En 2023. Voilà. Merci, Monsieur Zakari Imoro. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Développement pour l'avenir. On parlait justement des activités de cette ONG, des prestations, mais également des projets en cours. Bon retour à vous et bonne célébration de la fête de Noël. Merci beaucoup. À très bientôt. On installe à votre suite Jennifer Sativi et son invité dans Art Déco. Musique, rôle et importance des chœurs, c'est la thématique du jour. Nous parlons donc de l'art. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Ariane, bonjour chers téléspectateurs et bonjour à notre invité. À côté de moi, vous le disiez si bien, nous avons beaucoup parlé d'art ces derniers, de décoration, pardon. Nous parlons à présent de l'art. Vous aimez beaucoup plus l'art, j'ai l'impression. Un peu plus, un peu plus. D'accord, on y va. Mais voilà, nous avons parlé de la décoration parce que nous sommes en période de fête et je ne sais pas si vous avez remarqué, en période de fête, nous voyons à la télé beaucoup de chorales qui défilent. Donc, c'est de cela que nous allons parler avec notre invité, Samuel Koupaki. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour Jennifer. Alors, vous êtes musicien. Je vais très bien. Je pense qu'on vous connaît déjà assez dans le domaine. Rebecca, on va suivre rapidement un petit extrait et on revient rapidement. On y va. Sleep in heavenly peace. Ou un cœur, en tout cas, on va démarrer par là. Alors Samuel Koupaki, vous allez déjà nous expliquer un peu la différence, qu'est-ce qu'il y en a entre le chœur et la chorale en musique? Oui, essentiellement, une chorale, vous savez, à l'origine, ça a plus un caractère liturgique.
C'est-à-dire c'était des ensembles de personnes qui à l'église se mettaient ensemble, dévouées à une cause solennelle et liturgique. Mais avec le temps, comme les chorales sont des personnes mises en partie, différentes parties, voix de femmes, voix d'hommes, partagées des sopranos, alto, vous voyez un peu le schéma. Avec le temps, des personnes ont décidé de faire des chants qui ne magnifiaient pas forcément le Seigneur, mais des chants qui pouvaient être mis en partie, en harmonie. Et c'est à partir de là que sont nés les chœurs, parce que les chœurs se départissent des églises, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir des chœurs qui chantent des hymnes de la République, vous pouvez avoir des chœurs qui chantent des chansons à la gloire d'une personne et tout ça, mais la chorale, elle est foncièrement faite de personnes bénévoles qui sont forcément peut-être des amateurs, mais pour l'église. Mais les chœurs, ça peut être hors cadre ecclésial. D'accord. Alors, je comprends mieux les chœurs. Nous les retrouvons parfois en studio, en train de répéter parfois des refrains ou des couplets parfois. Alors, quelle est l'importance du chœur dans ce cas, en ce qui concerne la musique? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que ça apporte quelque chose? Bon, ce que l'anglais appelle ça les backing voice. Vous voyez, sur une chanson qui est enregistrée en studio, par exemple, vous voyez des gens qui reprennent en chœur ce que l'artiste dit. Là, ce sont des chœurs, on va dire, ce sont c'est un rôle qui peut être joué par une personne ou deux personnes. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, vous voyez une seule personne va en studio et pose plusieurs lignes, de sorte à ce que ça ressemble à plusieurs voix qui soient posées. Donc, quand on parle de chœur en studio, ce n'est pas forcément plusieurs personnes. Ça peut être juste une personne. Seul, je peux aller en studio poser à la fois ce qu'on pourrait appeler la voix principale, la deuxième voix, la troisième voix et la quatrième voix. Quand vous entendez plusieurs voix, alors que c'est une seule personne qui a chanté. Très bien. Il y a des artistes qui font ça. Oui, plein. Absolument. Il faut aller, je dirais, avec les moyens de bord ou aller peut-être plus vite. Alors, vous parlez de ces backing voices. Est-ce qu'il y a donc plusieurs sortes de chœurs? Oui, il y a plusieurs sortes de chœurs. Vous voyez, là, par exemple, l'élément qui est passé là, on a un chœur qui a plutôt un caractère lyrique, avec la façon de chanter qui ressemble à ce qui est fait dans les opéras et accompagné avec un orchestre philharmonique. Vous avez des chœurs qui sont faits même avec une fanfare, où ils sont en train de chanter, où la fanfare est en train de jouer avec tout ce qu'il y a comme tam-tam, et puis les sessions, vent, trompette, trombone et tout ça. Et vous avez aussi des chœurs laïques. Vous avez des chœurs qui chantent la musique traditionnelle, parce que toutes les personnes qui reprennent le chant d'un artiste le font en chœur, et c'est un chœur. Même quand le chant à l'unisson, c'est-à-dire le chant qui ne fait pas appel aux harmonies dans une mélodie, est chanté et que des gens le reprennent en chœur, c'est un chœur. Quoi qu'on en dise. Et quelles sont les composantes, je dirais, des chœurs? On entendait une voix grave, des voix aiguës. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un chœur complet ou un chœur réussi? Donc, essentiellement dans un chœur ou dans une chorale, parce que ça vaut pour les deux, vous avez les voix très aiguës des femmes qu'on appelle la soprano. Vous avez les voix moins aiguës qu'on appelle mezzo-soprano. Les voix un peu plus graves qu'on appelle les altos, mais en général, on n'a que les sopranos et les altos. D'accord. Le médium, c'est pas... Et au niveau des hommes, vous avez les ténors, vous avez les barytons, qui sont les plus répandus, vous avez maintenant les basses. Donc, en général, il y a 4. Ça dépend des jours. Vous avez une voix... Oui, grave. On va dire je suis baryton, mais c'est vrai que dans les chorales, je pose beaucoup de voix basses et tout ça. Parce que je descends un peu plus que beaucoup de personnes. Ah, voici une choriste, j'avais oublié. Ah, vous êtes choriste? Ah oui, j'avais oublié. Sopra. Mais quand je vous entends, vous n'êtes pas soprano. Ah bon? Ouais. Vous pouvez chanter des parties des mélodies soprano, mais vous n'êtes pas soprano. Dans ma voix quand je parle. Non, même quand vous chantez, dès que je vous entends, je sais ce que vous êtes en train de faire. Et c'est quoi alors? Vous êtes mezzo. Ok. Ouais. Mezzo, ça veut dire entre la soprano et l'alto. D'accord. Au milieu. Bon, moi, je ne chante pas. Moi, je suis quoi? Vous êtes aussi mezzo. Elle a une voix un peu plus enroulée. Vous voyez, un peu plus enrobée, plus feutrée. Mais vous êtes à peu près dans le même registre en parlant de tessiture. C'est une question de professionnel. Hein? Ouais. Alors, pour finir très, très rapidement, nous sommes à la fin. On remarque qu'en période de fête, il y a beaucoup de chorales qui viennent prester, que ce soit à l'église, que ce soit dans d'autres regroupements. Est-ce que c'est dû au caractère festif? Est-ce que ça apporte quelque chose? Il faut dire qu'à la fin de l'année, quoi qu'on en dise, qu'on soit un pays laïque, chrétien ou rien de tout ça, il y a une tendance que tout le monde a de fêter Noël qui consacre quand même la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Donc, pour coller à ça, il y a beaucoup d'ensembles qui se mettent
ensemble, justement, vocalement, et qui chantent des louanges à la gloire de ce Jésus, ou alors pour chanter des chants de Noël qui existent et tout ça, parce que Noël, tout le monde fait ça aujourd'hui. Donc il y a des partitions qui se forment, des gens qui chantent des chants, que ce soit religieux ou pas religieux, parce que c'est le moment pour que, vous voyez, les gens se mettent ensemble, quelle que soit leur appartenance sociologique, ethnique et puis financière. D'accord, et merci. Ensemble, de belles choses se font. Merci beaucoup, Sam Koupaki. Je rappelle que vous êtes musicien, je crois que vous avez une actualité. Oui. Vous avez un clip qui est sorti depuis quand? Et depuis 1 heure de temps. Ah, depuis 1 heure de temps, voilà. Nous avons l'exclusivité, le clip Tu vas échouer, je crois. C'est ça, Tu vas échouer. Et nous allons suivre un bout avec certainement la complicité de la réalisation. Oui, c'est un coup que j'ai monté avec Rebecca. Eh ben. Et voilà, nous allons suivre un bout de votre clip. Avec plaisir. N'essaye pas, pardon, les choses ont changé. Là, les choses ont changé. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Avant là, c'était compliqué, même pour prier. Car pour faire mon malheur, on m'a attaqué, on m'a humilié. Je suis un enfant béni, même si parfois c'est difficile. Par la grâce de mon Dieu, je vis, et ces temps-là sont passés. Là, les choses ont changé. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux m'essayer, tu vas échouer. Adam Banarazak, Jennifer, merci également à toi, Samuel. Merci du courage à vous pour la suite. En tout cas, on espère vous retrouver par ici pour parler exclusivement de ce clip. C'est la fin. Mais merci, sinon Ariane va se fâcher quand même. Ariane Da Silva. Ariane Da Silva, merci beaucoup. Merci. Merci à Steve. Chers amis, passez de très bons moments de fête. Alors, c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Merci à Adam Banarazak pour la conduite. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Mais continuez l'aventure dès demain avec Yasmine Damanta. Bye bye, à bientôt.